J'ai récemment réalisé que ma femme Suzanne me manipulait tout au long de nos 7 années de mariage. Au début, je pensais que tout ce que je faisais était par amour pour elle, alors que j'essayais de satisfaire tous ses désirs. Maintenant, avec le recul, je vois que je ne le faisais que pour éviter les conflits. Il est clair maintenant que Suzanne a profité de moi tout au long de notre mariage. Nous nous sommes rencontrés pendant nos années étudiantes, moi en dernière année et elle en deuxième année. Elle était indéniablement attirante et, lors d'une des soirées, j'ai rassemblé le courage de l'approcher après quelques verres. Je lui ai demandé de danser et elle a accepté immédiatement. Nous avons commencé à parler et je n'ai pas pu m'empêcher de sortir l'une de ces phrases clichés, « Qu'est-ce qui amène une fille comme toi dans un endroit comme ça ?» J'ai admis que je n'aimais pas vraiment les rendez-vous galants, ce qui l'a fait rire. Nous avons bu davantage ce soir-là et elle m'a confié qu'elle venait de rompre avec son petit ami et qu'elle était venue à la fête pour s'amuser sans souci, comme le lui avait suggéré une amie. Cette nuit-là, nous avons fini dans ma chambre de dortoir. J'ai mis un signe sur la poignée de porte pour indiquer à mon colocataire que nous avions besoin d'intimité, une astuce que j'utilisais pour la première fois car mon colocataire attirait généralement l'attention des femmes. Je me souviens à peine de ce qui s'est passé ensuite, mais à en juger par le lit le lendemain matin, il semblait que nous avions passé un bon moment. Je lui ai préparé le petit déjeuner et l'ai raccompagnée à son dortoir. Elle a poliment décliné mon offre de nous revoir, disant qu'elle n'était pas prête pour une nouvelle relation. Cependant, elle m'a assuré que si nous venions à nous rencontrer lors d'événements sociaux, elle ne m'éviterait pas. Avec le recul, j'ai réalisé que c'était sa façon de dire que je ne correspondais pas à ses attentes. De temps en temps, je la voyais à des soirées, mais elle traînait généralement avec ses amis et dansait avec d'autres gars. C'était prévisible, étant donné à quel point elle était attirante. Pourtant, quand je lui demandais de danser, elle ne refusait jamais. Je ne pouvais pas dire si elle était réellement intéressée par moi ou si elle était simplement polie. J'ai grandi dans une famille aimante avec de solides valeurs, mais je m'en suis éloigné pendant mes études universitaires. Je faisais beaucoup la fête et buvais beaucoup. En plus de Suzanne, j'ai eu des relations intimes avec quelques autres femmes. Il semblait que ces femmes étaient ouvertes aux relations, mais pas à n'importe quel prix. C'était peut-être ma façon d'éviter les relations sérieuses. Malgré mon mode de vie, je me sentais insatisfait, et mon colocataire Tony DeMarco, un Italien extraverti de New York, l'a remarqué. Tony et moi sommes devenus des amis proches, tous deux attirés par l'excellent programme d'informatique de notre université. Malgré nos personnalités différentes, Tony était sociable et moi timide, nous nous sommes soutenus mutuellement. Notre amitié a grandi au point où nous nous sentions comme des frères. Tony a joué un grand rôle dans ma vie sociale, m'invitant souvent à des soirées et m'aidant à faire des expériences que je n'aurais pas faites seul. Il avait un vaste réseau de contacts, ce qui en faisait un ami inestimable. Cependant, un moment a solidifié notre lien. Tony a glissé dans les escaliers alors que nous sortions de cours. Réagissant rapidement, je me suis placé derrière lui, retenant sa tête et l'empêchant de heurter le sol. J'ai plongé ma main dans sa bouche ouverte, replaçant délicatement sa langue, m'assurant que ses voies respiratoires étaient dégagées. Quand il a pris une profonde inspiration, un soulagement m'a envahi alors que la couleur revenait à son visage. Le voir souffrir m'a presque fait pleurer. Ses yeux se sont ouverts et ont rencontré les miens, et je pouvais voir l'inquiétude dans son regard. « Qu'est-ce qui ne va pas, Marc ? » « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il faiblement. Je l'ai rassuré, « Ne t'inquiète pas, Tony, tu vas bien. » Ce n'était qu'une glissade. Il m'a demandé de le lâcher, insistant sur le fait qu'il allait bien. À contre-cœur, je l'ai relâché et l'ai aidé à se relever. Quand les urgentistes ont fini de l'examiner et ont donné leur feu vert, nous nous sommes enfin détendus. Nous sommes retournés au dortoir et, en approchant de l'entrée, Tony a remarqué une limousine garée dehors. Le chauffeur se tenait près de la porte et, lorsque Tony s'est approché, le chauffeur l'a ouverte. En est sorti le père de Tony, Angelo DeMarco, un homme imposant qui a serré Tony dans ses bras avec soulagement. « Voici Marc » m'a présenté Tony. Angelo a hoché la tête et a souri chaleureusement en disant « Je sais qui il est. Je vous serai éternellement reconnaissant d'avoir sauvé mon fils. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je suis sérieux, Marc. » 5 minutes plus tard, Tony est parti pour New York et je me suis demandé si leur relation était réelle. Mais tout a changé lors de ma dernière année. J'avais déjà rencontré Suzanne une fois, mais après cela, je la remarquais occasionnellement sur le campus et elle me traitait toujours gentiment. Cela me faisait me demander si elle avait des sentiments romantiques pour moi.
J'ai décidé de l'inviter à nouveau à sortir et elle a accepté. Nous avons profité d'un bon dîner suivi d'un film, et au fur et à mesure que la soirée avançait, nous avons partagé des moments intimes. La troisième fois que nous étions ensemble, je n'ai pas utilisé de protection. Pour anticiper, je dirais que la semaine suivante, je lui ai demandé de nous revoir et elle a accepté une fois de plus. Il semblait que notre relation devenait sérieuse alors que nous continuions à nous voir les week-ends suivants. Suzanne m'a fait une révélation inattendue. « Marc, je suis enceinte », a-t-elle dit. Elle a ajouté que j'étais le seul homme avec qui elle était sortie. La nouvelle m'a choqué, même si j'avais soupçonné que Suzanne pourrait profiter de moi. Cependant, j'avais été élevé à toujours faire ce qui est juste. La situation était également compliquée par le fait que j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme dans un mois. J'avais déjà décroché un emploi au bureau d'assurance de mon père grâce au cours de commerce que j'avais suivi pour devenir un agent d'assurance agréé. Suzanne, quant à elle, avait été élevée par ses grands-parents après le décès tragique de ses parents dans un accident de voiture quand elle avait 12 ans. Malgré cela, ses grands-parents avaient promis de soutenir son éducation, car elle aspirait à devenir secrétaire juridique. Bien que je croyais fermement au droit des femmes à choisir, j'étais personnellement contre l'avortement, mais j'ai réfléchi à la difficulté que cela devait représenter pour quelqu'un d'autre de prendre cette décision. J'ai donc suggéré, marions-nous. Tu pourras continuer tes études et quand l'enfant naîtra, je te soutiendrai. Je veux être là pour notre enfant parce que je t'aime. Bien que j'ai eu quelques doutes sur mes sentiments pour elle, je savais qu'il était important de faire ce qui est juste. Nous avons examiné nos options et je ne pouvais pas accepter l'idée qu'elle avorte. Après beaucoup de réflexion, nous avons décidé de nous marier. J'ai appelé mes parents pour les informer du mariage et de la grossesse, même s'ils n'avaient pas encore rencontré Suzanne. Je leur ai parlé de sa situation et j'ai souligné notre amour et notre dévotion mutuelle. J'ai expliqué que mon père possédait une agence d'assurance, bien qu'il ait également travaillé dans l'immobilier et les enchères. Bien que nous ne soyons pas riches, nous étions financièrement à l'aise. Peu après l'obtention de mon diplôme, Suzanne et moi nous sommes mariés. Nous avons invité ses grands-parents qui étaient vraiment gentils et encourageants. Ils ont même pris un moment pour me remercier en privé, exprimant leur gratitude pour avoir pris soin de Suzanne. Ils ont mentionné qu'elle pouvait être parfois sauvage et têtue, mais m'ont assuré qu'ils avaient toujours essayé de la guider dans la bonne direction. Tu sais probablement qu'elle s'énerve quand les choses ne se passent pas comme prévu, ont-ils ajouté. Pour être honnête, je ne savais pas grand-chose de Suzanne avant notre rencontre. Nous avons eu une seule rencontre après avoir bu, ce qui nous a conduit à avoir des relations intimes. 2 mois plus tard, nous nous sommes retrouvés de manière inattendue et avons décidé de commencer à sortir ensemble quand elle m'a dit qu'elle était enceinte. Je me suis demandé si sa décision de rester avec moi était par peur. Quoi qu'il en soit, nous nous entendions bien et elle semblait me considérer comme une solution à sa situation. Suzanne était non seulement belle et attirante, mais elle avait aussi un talent pour le théâtre. Mes parents étaient impressionnés par elle, et elle les soutenait toujours quand ils étaient là. Au début, nous avons loué une maison de 3 chambres avec l'option de l'acheter dans l'année. Je croyais que nous formerions un couple formidable après la naissance de notre bébé. Suzanne a décidé de prendre une courte pause de 10 semaines de ses études et a été transférée dans un établissement d'enseignement supérieur voisin. Il ne lui était pas difficile de faire la navette en voiture et ma mère a gentiment aidé à s'occuper de notre fille Trina pendant que Suzanne assistait aux cours. Je trouvais de la satisfaction dans mon travail, qui consistait à vendre des assurances et de l'immobilier. Parfois, j'aidais aussi aux enchères, bien que je ne puisse pas devenir commissaire-priseur comme mon père ou son employé Bob. En grandissant, je n'avais pas une idée claire de la façon dont la plupart des couples mariés vivaient, n'ayant que mes parents comme référence, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer qu'ils semblaient beaucoup plus proches l'un de l'autre que Suzanne et moi ne l'étions. Pendant les 2 premières années de notre vie commune, je travaillais pendant que Suzanne poursuivait ses études. Nous passions nos soirées à la maison avec Trina, regardant la télévision pendant qu'elle jouait par terre. Nos moments intimes avaient lieu environ 2 fois par semaine, et je m'assurais toujours que Suzanne soit satisfaite. Autant que je me souvienne, elle n'a jamais eu de plainte. Après la naissance de Trina, Suzanne a décidé de prendre des pilules contraceptives, car nous ne voulions plus d'enfants à ce moment-là. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce que Suzanne obtienne son diplôme. Suzanne a finalement obtenu un emploi dans un grand cabinet d'avocats, mais seulement en tant que secrétaire. Au début, je pensais que le revenu supplémentaire serait utile, cependant, Suzanne a fini par tout dépenser pour elle-même.
bien que j'ai un revenu stable et que je puisse subvenir à tous nos besoins, Suzanne a commencé à trouver que ce que nous avions n'était pas suffisant. Elle a insisté pour acheter une nouvelle voiture, de préférence sportive. Bientôt ses exigences se sont étendues pour inclure de nouveaux meubles et des appareils ménagers. J'ai refusé d'acheter des articles neufs. Je lui ai dit que si elle voulait que tout soit neuf, elle devrait payer elle-même. Mais Suzanne, comme ses grands-parents le lui avaient appris, était persistante. Finalement, j'ai fait un compromis, acceptant de payer la moitié du coût des nouveaux meubles et appareils. Cependant, je n'ai jamais vu le moindre sou de ses revenus et n'avais aucune idée de ce qu'elle gagnait réellement. Quand est venu le moment de faire les déclarations de revenus, elle a insisté, disant que ses supérieurs nous avaient conseillé de les déposer séparément. Lui faisant confiance, j'ai accepté, ne sachant pas que ce conseil n'était en fait jamais venu de ses supérieurs. Il est devenu clair pour moi plus tard qu'elle ne voulait tout simplement pas que je connaisse ses revenus. Fait intéressant, Suzanne achetait toujours des vêtements pour elle-même et son placard débordait de tenues diverses. Certains des vêtements qu'elle portait au bureau semblaient trop révélateurs et provoquants. Chaque fois que j'essayais d'en discuter avec elle, cela se terminait toujours par une dispute. Étonnamment, après seulement 6 mois de travail, Suzanne a dit qu'elle avait besoin d'une pause et voulait passer du temps avec ses amis. Elle sentait qu'elle avait besoin de temps pour elle. J'ai appris plus tard que chaque vendredi soir, elle sortait avec ses amis et rentrait généralement chez elle avant minuit. Cela ne me dérangeait pas car je jouais au golf 2 fois par semaine et ne ressentais pas le besoin de me plaindre. Lorsque la saison de golf s'est terminée, j'ai rejoint une équipe de bowling avec quelques collègues du bureau, sponsorisée par l'entreprise de mon père. C'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'à ce que Trina commence l'école. Suzanne préparait les vêtements de Trina la veille au soir et je me réveillais toujours avec elle. Nous prenions le petit déjeuner ensemble, puis je conduisais Trina à l'école. Je la récupérais généralement après, à moins qu'il n'y ait des problèmes. Dans ces cas-là, ma mère la ramenait chez elle jusqu'à ce que l'un de nous puisse la récupérer. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer que Suzanne et moi nous éloignions. C'était un changement graduel, mais je le sentais arriver. Elle n'a jamais aimé mes amis et ne les tolérait que lorsque nous étions ensemble. Derrière mon dos, elle les traitait de noms tels que « cinglé » et « intello ». Elle avait son propre groupe d'amis qu'elle invitait à la maison pour discuter et jouer aux cartes. Malgré ces problèmes, j'ai toujours essayé de jouer le rôle d'un mari compréhensif, faisant de mon mieux pour éviter les conflits. Je n'éprouvais pas beaucoup d'affection pour ses amis, ils me rappelaient mes années étudiantes où les conversations tournaient souvent autour des vies intimes et où leurs réunions semblaient toujours se terminer par une consommation excessive d'alcool. Si je choisissais de ne pas me joindre à eux, cela conduisait presque toujours à une dispute. Parfois, je soupçonnais des hommes de flirter avec Suzanne, et quand je lui exprimais mes préoccupations, elle les balayait d'un rire. En vérité, j'étais souvent le sujet de leurs blagues. Pendant cette période, il y avait des soirs où Suzanne travaillait tard et Trina et moi sommes devenus très proches. Nous sommes devenus inséparables, elle me faisait entièrement confiance et partageait tout sur sa vie scolaire. J'étais toujours là pour elle, l'aidant avec ses devoirs, assistant aux réunions parents-professeurs et restant impliqué dans tous les aspects de sa vie. Trina était passionnée par ses études et j'admirais son dévouement. À la maison, Suzanne continuait de traiter Trina avec gentillesse, mais cela ne changeait rien au fait que Trina aspirait à des avantages de présence de sa mère. Malgré les efforts de Suzanne, Trina voulait plus de temps de qualité avec sa maman. Chaque fois que Trina demandait à Suzanne d'assister à des événements scolaires, Suzanne répondait qu'elle avait des responsabilités professionnelles et qu'elle devait contribuer à la stabilité financière de la famille. Après environ 7 ans de mariage, j'ai commencé à passer plus de temps en ligne, surtout tard le soir, après avoir couché Suzanne et Trina. C'est là que j'ai commencé à tomber sur diverses histoires de femmes infidèles. Plus je lisais, plus je trouvais des similitudes troublantes entre le comportement de Suzanne et les schémas décrits dans ces histoires. Cette prise de conscience me laissait tirailler entre des doutes sur ma propre santé mentale et des soupçons d'infidélité de Suzanne. Malgré ses excellentes qualités d'actrice, je ne pouvais me débarrasser du sentiment de vivre avec une femme infidèle. Je suis devenu hypervigilant, surveillant ses conversations téléphoniques, il ne m'échappait pas quand elle mettait fin brusquement à des appels ou changeait de sujet quand j'entrais dans la pièce. Elle supprimait souvent des messages et effaçait son historique d'appels. J'ai remarqué qu'après les soirées passées avec ses amis, elle lavait soigneusement ses vêtements, surtout ses sous-vêtements. Il y avait d'autres indices aussi, tout au long de notre relation, Suzanne avait montré peu d'intérêt pour l'intimité. Après être revenu d'une fête, j'ai encore plus remarqué ce comportement. Quand je devais assister à des réunions,
Trina passait souvent la nuit chez mes parents. J'ai envisagé d'engager un détective privé, mais je doutais de son utilité dans notre situation où tout, y compris les divorces, était généralement partagé équitablement. J'ai même pensé à acheter du matériel de surveillance, mais je savais au fond de moi que Suzanne me trompait et je ne pouvais pas me permettre d'acheter cet équipement. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était Trina, elle était la raison pour laquelle je restais dans la relation avec Suzanne. Je craignais que si nous divorcions, j'ai des opportunités limitées de passer du temps avec elle. Elle représentait tout pour moi. Suzanne a commencé à sortir plus souvent avec ses amis, trouvant n'importe quelle excuse pour s'échapper. Parfois, je l'accompagnais, mais je n'y trouvais aucun plaisir. Elle se comportait souvent de manière provocante avec d'autres hommes, comme pour me défier de réagir. À un moment donné, j'ai réalisé que je ne pourrais jamais satisfaire ses attentes. Nos biens semblaient insuffisants par rapport à ce que ses amis possédaient. Bien que nous ayons encore des moments d'intimité occasionnels, c'était devenu rare, si cela se produisait une fois par mois, je m'estimais heureux. Il semblait qu'elle n'en prenait plus plaisir, et j'ai commencé à avoir l'impression de ne faire que mon devoir envers elle. Je suis resté dans cette relation pour Trina, mais cela aussi me semblait de plus en plus faux. Puis, un jour, tout s'est effondré. Je suis rentré chez moi plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires, sans avoir prévenu personne de mon arrivée anticipée. En approchant de la porte d'entrée, j'ai vu une voiture inconnue garée devant. Je suis entré discrètement dans la maison, et bien que la lumière soit allumée dans le salon, il n'y avait personne. J'ai clairement entendu des bruits venant de la chambre. Ce que j'y ai trouvé m'a choqué et déçu. Suzanne était en train d'avoir des relations sexuelles avec Brad, le gérant du centre de fitness qu'elle fréquentait. Brad avait souvent flirté avec Suzanne, mais cette fois, il était pris en flagrant délit. Il convient de mentionner que Jill, la femme de Brad, était assez éblouissante, avec des traits du visage et des mains élégants, et un physique non moins impressionnant. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Brad trahirait sa femme incroyable pour quelqu'un comme Suzanne qui, à mon avis, ne le méritait pas. Je connaissais bien Jill, et c'était l'une des rares personnes que Suzanne connaissait que j'appréciais sincèrement. Voir Brad et Suzanne ainsi m'a fait bouillir le sang. Je suis tombé sur eux et Suzanne, surprise par mon arrivée, m'a demandé avec colère de partir pour qu'ils puissent s'habiller. Calmement, j'ai suggéré qu'il serait peut-être utile d'appeler Jill et de l'inviter. Brad, entendant cela, m'a menacé de violence physique si je parlais à Jill. J'ai réalisé que Brad pourrait probablement mettre sa menace à exécution et je n'étais pas sûr de pouvoir me défendre. Il me semblait inutile de résister. Je ne ferais que me blesser, et Suzanne trouverait de la satisfaction à en être témoin. J'ai quitté la pièce et entendu un léger murmure, mais la porte était déjà fermée. Brad est sorti en trombe le premier, la voix pleine de colère. Je suis sérieux au sujet de Jill. Si elle découvre ça, tu finiras à l'hôpital. Tu comprends? Tout ce que j'ai pu faire, c'est lui demander de quitter ma maison. Il s'est retourné et parti sans dire un mot de plus. Puis Suzanne est apparue, fixant son regard sur moi. Maintenant tu sais, a-t-elle dit froidement. J'ai essayé de te le cacher, mais je savais que tu finirais par le découvrir, a-t-elle continué. Je veux divorcer. Je commencerai les démarches demain. Je souhaite sincèrement que tu partes. Tu n'as pas les moyens de me divorcer. Pense à l'impact que cela aura sur notre fille. Tu n'auras pas beaucoup de temps avec elle si tu pars. D'ailleurs, je ne partirai pas. Tu n'as pas la force de me faire partir. Si tu veux m'éviter, va dans la chambre d'amis. Je ne pouvais plus rester là. J'ai décidé de quitter la maison et d'aller chercher Trina. Il était crucial pour moi de lui parler et de lui expliquer la vérité. Je ne voulais pas la bouleverser, mais je ne pouvais pas continuer à vivre dans ce mensonge. Je suis allé la chercher à l'école et l'ai emmenée manger une pizza, espérant que le cadre décontracté faciliterait la conversation. Trina, il y a quelque chose d'important dont je dois discuter avec toi, ai-je commencé, essayant de trouver les bons mots. C'est à propos de ta maman et de moi. Sa réponse m'a pris au dépourvu. Vous divorcez, n'est-ce pas papa? J'ai hoché la tête, sentant le poids du moment. Oui, mais je voulais te le dire moi-même pour que tu ne sois pas trop bouleversé. Je suis désolé, ma chérie, mais ta maman et moi ne pouvons plus être ensemble, ai-je expliqué doucement. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Tu l'as découvert, n'est-ce pas papa? Elle t'a trompé, a dit Trina. J'ai pris une profonde inspiration, réalisant que la vérité avait enfin éclaté.
Je le savais depuis longtemps et j'avais fait de mon mieux pour la protéger, mais je savais qu'un jour elle le découvrirait. « Je peux vivre avec toi, papa ?» a-t-elle demandé innocemment, la voix pleine d'inquiétude. J'étais stupéfait. « Tu étais au courant de l'affaire de maman et tu me l'as caché ?» ai-je demandé, la voix pleine de confusion. Trina, ma fille de 7 ans, m'a regardé avec un mélange d'amour et d'inquiétude. « Papa, je t'aime tellement et je ne voulais pas que tu souffres » a-t-elle avoué. « Je pensais que si tu ne le découvrais pas, ça ne te ferait pas de mal. » Ces mots m'ont choqué. Comment ma jeune fille pouvait-elle porter un tel fardeau et me le cacher? Alors tu as gardé ce secret pour me protéger de la douleur, ai-je demandé, essayant encore de digérer tout cela. Les yeux de Trina ont rencontré les miens, remplis d'une sagesse qui semblait bien au-delà de son âge. Je le sais depuis que j'ai vu maman avec oncle Joe il y a quelques mois, a-t-elle dit, la voix teintée de tristesse. Je pensais que c'était juste une fois, mais ensuite je l'ai vu avec Warren. C'est le gars de l'épicerie, celui dont je ne me souvenais plus du nom de famille. Et je l'ai entendu parler à ses amis et aller à des soirées. Papa, je suis désolé de t'avoir caché ça, mais au fond, je savais que tu finirais par le découvrir. J'aurais juste aimé que ça ne se passe pas comme ça, a-t-elle ajouté, la voix se brisant légèrement. Mon cœur s'est brisé. Ma précieuse fille était au courant de l'infidélité de sa mère, mais par amour pour moi, elle l'avait gardé secret pour me protéger. Involontairement, j'ai demandé, comment as-tu découvert les affaires de maman? Trina a expliqué, oncle Joe n'était pas vraiment mon oncle, je l'appelais ainsi par respect parce que maman me l'avait dit. Un jour, quand tu étais en voyage d'affaires, je restais chez mon amie Stacy. Je suis rentré à la maison pour prendre mon vélo et j'ai entendu des bruits venant de la maison. Je suis entré et j'ai vu oncle Joe avec maman. Je savais ce qu'il faisait, alors je suis parti discrètement. Es-tu sûr, Trina, ai-je demandé, ayant besoin de confirmation. Oui, papa, a-t-elle répondu, d'une voix ferme. Ça ressemblait au même bruit que j'ai entendu quand toi et maman étiez ensemble, mais vous fermiez toujours la porte. Maman ne savait pas que j'étais là. J'avais trop peur de te le dire parce que je savais que ça te ferait mal. Quant à Warren, elle a continué, je n'ai rien vu, mais j'ai entendu maman lui parler au téléphone. Elle lui a dit que je serais chez grand-mère plus tard. Quand je suis allé chercher mon sac pour passer la nuit, il est entré. Il a serré maman dans ses bras et l'a embrassée sur les lèvres. Il ne savait pas que j'étais là, mais quand je suis parti, maman lui a dit d'attendre que je sois parti. Le lendemain matin, quand grand-mère m'a déposé, il était toujours là, faisant semblant d'avoir oublié quelque chose, peut-être même du lait. Papa, je suis peut-être petite, mais je ne suis pas naïve, a-t-elle dit. Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. J'étais partagé entre la colère et un étrange sentiment de soulagement. Tout était enfin au grand jour, et il était clair que mon mariage avec Suzanne était vraiment terminé, quoi qu'il arrive ensuite. Quand nous sommes rentrés à la maison, Trina parlait à peine à sa mère. Si elle répondait à une question directe, c'était bref, mais sinon, elle restait silencieuse. Le lendemain matin, j'ai emmené Trina à l'école, puis j'ai rencontré John, mon avocat. Il a confirmé ce que Suzanne m'avait dit, à savoir que nos biens seraient partagés également, mais il y avait quelques surprises qu'elle n'avait pas encore prises en compte. J'ai demandé à John d'accélérer l'audience car je voulais urgemment que Suzanne quitte la maison. L'idée de continuer à vivre sous le même toit qu'elle, c'était insupportable. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez ma mère et lui ai demandé de prendre Trina pour quelques jours. Je lui ai expliqué le divorce imminent et lui ai fait part de mon inquiétude pour le bien-être de Trina au milieu de tout ça. Ma mère m'a gentiment rassuré en me disant que je pouvais prendre tout le temps dont j'avais besoin, et j'ai promis de rendre visite à Trina chaque soir. Plus tard, quand je suis rentré à la maison, Suzanne m'a affronté. Elle a exposé ses exigences, insistant pour obtenir le maximum possible, y compris une pension alimentaire substantielle. Son audace m'a laissé sidéré. Il était clair qu'elle avait menti à son avocat sur la situation réelle. Sans dire un mot, je suis allé me coucher. Le lendemain, John m'a informé qu'il avait programmé l'audience pour lundi. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Suzanne a explosé, « Comment peux-tu être aussi stupide? Tu m'accuses d'infidélité. » Je suis resté silencieux. Je n'avais pas de preuves concrètes, mais je n'en avais pas besoin. Je me suis abstenu de discuter, même si mon désir de vengeance brûlait en moi. Mon objectif principal était d'obtenir la garde de Trina. Si je restais dans la même maison que Suzanne, les choses ne feraient qu'empirer.
J'ai assisté à l'audience lundi avec Trina, que j'étais allé chercher à l'école. Suzanne était là avec son avocat, et John, mon avocat, nous a rencontrés au tribunal. Pourquoi Trina est-elle ici, a demandé Suzanne d'une voix perçante. Elle est impliquée dans le divorce et elle devrait avoir le droit de décider où vivre, ai-je répondu, essayant de rester calme. Les enfants devraient être avec leur mère, a objecté Suzanne. Je suis resté composé. Nous laisserons le juge décider, ai-je dit. Nous sommes tous entrés dans le bureau du juge, et le juge nous a rapidement interpellés, ceci n'est pas une audience de divorce, mais une audience visant à déterminer la répartition des biens et des responsabilités. Si toutes les parties parviennent à un accord, il sera consigné dans vos documents de divorce. Sinon, je prendrai une décision provisoire jusqu'au procès, où toutes les preuves seront présentées et les décisions finales seront prises. Le juge a demandé à Trina d'attendre dans le couloir pendant qu'il nous parlait. Quelques minutes plus tard, Trina s'est levée et a quitté silencieusement la salle d'audience. Le juge l'a observée partir et a fait remarquer, elle donne l'impression d'une jeune fille très bien élevée. C'est dommage que vous deux n'ayez pas pu régler vos différends. Suzanne a répondu avec une pointe d'arrogance, merci, votre honneur. J'ai fait un effort sincère. J'ai observé en silence l'avocat de Suzanne exposer ses demandes concernant la garde de Trina, ainsi que des pensions alimentaires de $150 par semaine, plus $100 supplémentaires par semaine. Elle a également réclamé la maison et tout son contenu, bien qu'elle sût qu'elle ne recevrait que la moitié de la valeur de la maison. Le juge, un homme perspicace, a examiné les documents et nous a informé, dans cet état, les divorces se déroulent sans faute, ce qui signifie que tous les biens seront divisés également. Le sourire suffisant de Suzanne est réapparu. Elle était confiante qu'elle obtiendrait gain de cause, mais j'ai choisi de ne pas argumenter. Au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle avait raté sa véritable vocation d'actrice. Le juge s'est tourné vers moi, Monsieur Royer, c'est vous qui avez demandé une audience anticipée. Quelles sont les raisons de votre désir de divorcer, a-t-il demandé. Adultère, votre honneur, ai-je répondu, gardant à peine mon sang-froid. Ma femme, Suzanne, a eu des liaisons extra-conjugales. Je ne peux accepter l'idée que ma fille soit exposée à un tel comportement. Suzanne a interrompu avec colère, tu ne peux rien prouver. Tu es pathétique. Montre au juge ces soi-disant photos ou conversations téléphoniques, peut-être même as-tu un enregistrement vidéo, mais je te garantis qu'il n'y a aucune preuve réelle. Le juge a calmement demandé à Suzanne de se calmer, puis a de nouveau tourné son attention vers moi. Monsieur Royer, avez-vous des preuves concrètes pour étayer vos affirmations? Oui, votre honneur, ai-je répondu. Ma fille Trina a été témoin de l'infidélité de sa mère. Elle peut témoigner de 2 incidents spécifiques. Tu es un mente. S'est exclamée Suzanne incrédule. Trina n'a jamais été présente pour tout ça. Comment oses-tu l'impliquer? Le juge s'est tourné vers Suzanne, Madame Royer, connaissez-vous un homme du nom d'oncle Joe? Oui, a répondu Suzanne avec assurance. C'est un ami de la famille. Il n'y a rien d'inapproprié entre nous. Le juge a insisté, pourriez-vous expliquer comment votre fille a pu savoir qu'oncle Joe a un tatouage de squelette et de tibia croisés sur les fesses? Le visage de Suzanne s'est vidé de ses couleurs. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré, secouant la tête, incrédule. Elle n'a jamais vu ça. C'est impossible. Si elle l'avait vu, elle me l'aurait dit. Le juge a poursuivi, Trina a spécifiquement dit qu'elle vous avait vu, vous et Joe, alors qu'elle revenait chercher son vélo. Elle savait ce qui se passait mais a choisi de garder le silence. Et quant à Warren, elle vous a entendu lui parler au téléphone. Elle ne vous a rien dit parce que vous étiez rarement là et qu'elle ne voulait pas vous faire de mal. J'ai pris la parole, que attendiez-vous d'elle, Suzanne? Vous n'avez jamais été là pour elle, et elle a dû gérer tout ça toute seule. Soudain, le juge a rendu sa décision, Monsieur Royer, vous aurez la garde de votre fille Trina. Madame Royer aura des droits de visite étendus. Il a marqué une pause. La maison et tous ses biens seront évalués et divisés également. John, mon avocat, a parlé rapidement, nous avons engagé une entreprise pour réaliser un inventaire et évaluer la valeur actuelle de la propriété. La maison est évaluée à $120 000, avec $70 000 de dettes restantes, ce qui représente une valeur nette de $50 000. Le contenu de la maison est évalué à $30 000, portant la valeur nette totale à $80 000, ce qui inclut les 2 voitures. Suzanne a ricané, c'est tout? J'ai personnellement acheté tous ces meubles, et ils valent bien plus.
Malheureusement, Madame Royer, a répondu le juge, dans un divorce, une partie gagne rarement. Monsieur Royer recevra la propriété de la maison et de son contenu, mais il devra vous verser une compensation d'un montant de 30 000 $. Vous êtes tous deux autorisés à garder vos voitures. Si nous optons pour une vente aux enchères, le produit sera partagé après paiement des dettes. Cependant, des économies significatives sont peu probables. Le mécontentement de Suzanne était évident, ce n'est pas juste qu'il obtienne la maison. J'ai acheté tous les meubles avec mon propre argent. La voix du juge était ferme, dans un mariage, la répartition des biens n'est pas déterminée par qui a acheté quoi. Et étant donné qu'il n'y a pas de faute dans ce divorce, c'est la manière juste de diviser les choses. Pendant l'audience, le juge a expliqué, la division sera égale entre les deux parties. La raison pour laquelle Monsieur Royer se voit offrir la maison est à cause de votre fille, qui est d'une importance capitale dans cette situation. Elle apprécie ses amis et l'environnement dans lequel elle se trouve. Monsieur Royer, avez-vous les 30 000 $ nécessaires pour payer la part de Madame Royer, a demandé le juge. Bien sûr, ai-je répondu. Je peux emprunter l'argent à mes parents et le rembourser au fil du temps. Il est peu probable que l'un ou l'autre d'entre nous puisse obtenir un prêt bancaire pendant que le processus de divorce est en cours. Le juge s'est ensuite tourné vers Suzanne. Madame Royer, j'aimerais aborder une dernière question. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous et Monsieur Royer semblaient avoir des revenus similaires. Cela m'a surpris. Vous avez demandé 150 $ par semaine de pension alimentaire, mais cela sera plutôt votre responsabilité étant donné votre capacité à subvenir à vos propres besoins. Suzanne a objecté, ce n'est pas juste. Je dois lui payer de l'argent? Le juge est resté calme, ajoutant, la propriété et la maison seront. Les responsabilités ont été partagées et Monsieur Royer prendra en charge les paiements. Vous aurez 3 jours pour quitter les lieux et vous ne pourrez emporter que vos effets personnels. Si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez le faire, mais les preuves substantielles que Monsieur Royer possède concernant la garde rendent probable que le ministère de la Justice le soutienne. J'ai quitté la salle d'audience, me sentant dépassé. Trina et moi avons partagé une étreinte sincère. Je savais que la situation légale liée à sa mère serait difficile pour elle, mais ensemble nous affronterions tout ce qui allait suivre. Ce n'était pas encore fini, tout restait à venir. La réaction de Suzanne à la décision du tribunal m'a laissé un profond dégoût. Elle a envisagé de la contester, mais son avocat l'a informé que les chances de gagner étaient minces. Pour régler l'affaire, mon père m'a généreusement prêté l'argent pour couvrir la part de Suzanne. Chaque semaine, je remettais les paiements de pension alimentaire à mon père. Heureusement, mes revenus étaient plus que suffisants et, Suzanne n'étant plus là, j'ai même réussi à économiser un peu. Malgré ma nouvelle vie, la présence de Suzanne continuait de m'agacer. Chaque week-end, Trina passait du temps avec sa mère. Suzanne posait régulièrement des questions sur moi, mais Trina a mentionné que maman s'était excusée pour son comportement. Il semblait que Suzanne essayait au moins d'être une bonne mère, même si je ne le ressentais pas ainsi. Au fil du temps, Suzanne a commencé à donner diverses excuses pour ne pas pouvoir prendre Trina, affirmant qu'elle travaillait tard ou qu'elle était en voyage d'affaires. Finalement, j'ai appris qu'elle était devenue secrétaire pour plusieurs avocats, mais elle refusait de me donner des détails. Je soupçonnais qu'elle travaillait de manière peu conventionnelle, même si cela ne me dérangeait pas tant qu'elle le cachait à Trina. Un jour, mon père m'a appelé dans son bureau en disant qu'il avait une surprise pour moi. Quand je suis entré, j'ai été accueilli par un visage ancien et familier, Samantha, ou Sam comme nous l'avons toujours appelé. Quand j'avais environ 12 ans, Sam est entré dans notre famille en tant qu'enfant placé. À 14 ans, ses parents ont été arrêtés pour trafic de drogue et mes parents ont proposé de la prendre en famille d'accueil. Sam n'était plus adaptée à une institution et mes parents ont vu quelque chose de spécial en elle. Elle est rapidement devenue comme un membre de la famille. En vieillissant, je me suis rapproché d'elle et j'ai dû développer des sentiments pour elle, bien que je ne lui ai jamais dit. Après l'obtention de son diplôme, elle a rejoint l'armée et elle me manquait. Sam était toujours là pour mes parents, répondant à leurs demandes et leur montrant un grand respect. Elle était incroyablement intelligente et je l'aidais souvent avec ses devoirs. Elle est devenue comme une grande sœur pour moi. 10 ans plus tard, j'étais à l'université quand elle est revenue en vacances. C'était incroyable de la revoir, et son apparence avait complètement changé. Je pouvais dire qu'elle s'était épanouie en une femme forte et confiante. Mon père m'a informé qu'il l'avait embauchée comme sa nouvelle secrétaire. Sam avait passé les premières années de sa vie dans le coma,
mais s'était récemment reconvertie dans le travail avec les ordinateurs et l'électronique à l'étranger. Pendant la période difficile du divorce de mes parents, le sourire radieux de Sam le matin avait été une source de réconfort très nécessaire. Il était à noter que Suzanne et Sam ne s'étaient pas entendus dès le début. Sam m'a confié, j'aime observer les gens et je ne pense pas que Suzanne soit fiable. Marc, je tiens sincèrement à toi et je ne veux pas te dire comment vivre ta vie, mais je ne lui fais pas confiance, a-t-elle dit. J'avais mes propres doutes sur Suzanne, même pendant la rupture. J'avais entendu des rumeurs selon lesquelles elle était toujours impliquée avec quelqu'un d'autre. Cette nouvelle me mettait sous un mauvais jour, mais je devais me présenter sous mon meilleur jour pour ne pas risquer de perdre Trina. Sam a continué, tu dois être prudent avec elle. Peu après, mon père nous a invités, Trina et moi, à une fête, et même si les choses étaient encore difficiles, c'était agréable de sentir le soutien de la famille. Le jour de la fête de bienvenue de Sam est arrivé et j'étais impatient de lui présenter Trina. Elles se sont immédiatement entendues, formant une véritable connexion, et j'étais content qu'elles aient trouvé une nouvelle amitié. Cependant, Suzanne, ma future ex-femme, continuait de venir à la maison sous prétexte d'oublier quelque chose. Au fond de moi, je savais qu'elle me testait, et l'attente de la finalisation du divorce m'accablait. Cela signifiait que je n'aurais plus aucune raison de tolérer la présence de Suzanne chez moi, pendant que j'attendais patiemment que le processus se déroule. Quand Trina n'était pas là, Suzanne n'arrêtait pas de me jeter ses aventures amoureuses à la figure. Elle s'accrochait au passé, refusant de lâcher prise. Je savais que je ne devais pas me laisser perturber, mais cela m'affectait. Finalement, le jour tant attendu est arrivé, l'enregistrement final de notre divorce. La vie continuait, mais elle était différente maintenant. Il est important de noter qu'immédiatement après la naissance de Trina, j'avais discrètement effectué un test ADN pour confirmer qu'elle était bien ma fille biologique. J'avais choisi de ne pas en parler à Suzanne, mais je trouvais du réconfort à connaître la vérité. Malgré la joie que Trina m'apportait, il y avait toujours un côté sombre à mes pensées. Je connaissais Joe, Warren et Brad, mais je soupçonnais qu'il y avait beaucoup d'autres hommes dont je ne connaîtrais jamais les noms. D'une certaine manière, cette ignorance était une bénédiction. Bien que j'aie soif de vengeance, je ne savais pas comment m'y prendre. Chaque fois que je croisais le chemin de ces hommes, je ressentais leur moquerie. Je soupçonnais que cela mettait Trina mal à l'aise, mais elle restait silencieuse. Il est devenu clair pour moi que je devais trouver un moyen de réagir, mais comment ? Pendant cette période, je voyais Sam presque tous les jours au travail. Elle est devenue un rayon de soleil dans ma routine autrement morne. Notre lien s'est approfondi à mesure que nous passions plus de temps ensemble. Une fois le divorce finalisé, j'ai invité Trina à me rejoindre au bureau un jour. À ma surprise, elle a engagé la conversation avec Samedi. Ensuite, Trina a demandé si Sam pouvait nous accompagner pour le déjeuner et un film. Peut-être que Sam n'aime pas la pizza ou les films pour enfants, ai-je plaisanté en souriant. J'adore la pizza et les dessins animés, a répondu Sam avec un sourire. Il semblait que les deux avaient déjà fait des projets. J'ai accepté et nous avons fixé une heure pour la récupérer. Nous avons passé un bon moment et, sur le chemin du retour, j'ai suggéré que nous le refassions un jour. Trina a demandé avec enthousiasme, et si on le faisait demain soir, papa ? On peut faire du pop-corn et regarder des films de super-héros. Tu voudrais te joindre à nous ? Avant que je ne puisse trouver une excuse, Sam m'a devancé. J'adorerais venir regarder la télé avec toi et ton papa, a-t-elle dit joyeusement. Bien que j'aie été ravi de sa réponse, je me suis rappelé que nous n'étions que des amis. Je tenais à notre confiance et n'étais pas sur le point de la compromettre. Pendant le film, Trina s'est endormie paisiblement, ronflant doucement. Sam s'est tourné vers moi, curieuse de mes pensées à ce moment-là. J'ai pensé que si j'avais un super pouvoir, je pourrais effacer les souvenirs douloureux qui avaient détruit mon mariage. Marc, tu as gagné, me suis-je tranquillement rappelé. Il est temps de laisser tomber et d'aller de l'avant. Sam m'a complimenté, disant que j'avais une fille incroyable, un emploi à temps plein et un appartement confortable. J'ai souri à ces paroles gentilles, mais j'ai avoué, c'est difficile de laisser tomber le ridicule constant auquel je suis confronté quand je vois ces gens. Si j'avais des super pouvoirs, j'exigerais une rétribution. Sam a demandé curieusement, si tu pouvais avoir n'importe quel pouvoir, lequel ce serait ? Ne sachant pas comment répondre, j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais influencer les circonstances au lieu de des. Plutôt que de m'attarder sur la négativité, disais-je, concentrons-nous sur les choses positives.
Malgré mes meilleures intentions de rester concentré sur le présent, je ne pouvais nier un désir ardent de moments d'affection et d'intimité avec Samedi. J'ai décidé de garder ces sentiments pour moi. Quand Sam s'est levée pour partir, elle m'a remercié de l'invitation et m'a demandé d'embrasser Trina pour elle. Je l'ai serrée dans mes bras et l'ai raccompagnée à la porte. Le lendemain matin, après avoir préparé Trina pour l'école, je l'ai déposée et me suis dirigé vers le bureau. Alors que je sortais de la voiture, la foudre a frappé dangereusement près de moi. Je ne crois pas qu'elle m'ait frappé directement, mais elle m'a projeté à terre, me faisant heurter la tête contre la voiture. La chose suivante dont je me suis souvenu fut de me réveiller dans un lit d'hôpital. Sam se tenait à côté de moi, l'air inquiet. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, encore confus. « Tu as subi une commotion cérébrale après être tombé et t'être cogné la tête », a-t-elle expliqué. « Les médecins ont fait une IRM et ont dit que tu irais bien, mais tu devras rester la nuit pour observation. » Alors que j'étais allongé à l'hôpital, inquiet pour Trina, j'ai demandé à Sam de ses nouvelles. Elle m'a rassuré en disant qu'elle irait chercher Trina à l'école et me l'amènerait. Elle a également proposé de passer la nuit avec Trina si j'étais d'accord. Sans hésitation, je lui ai exprimé ma confiance, bien que je ne puisse me défaire des sensations inhabituelles dans ma tête. Sam m'a doucement rappelé que de telles sensations étaient naturelles après un traumatisme crânien et m'a assuré que je me rétablirais complètement en quelques jours. « Il est probablement temps pour moi de retourner au bureau, dit-elle. Prends soin de toi et assure-toi d'écouter les médecins. » Elle s'est penchée pour m'embrasser sur les lèvres. Le baiser n'était pas un simple geste, c'était quelque chose d'incroyable, quelque chose que je n'avais pas attendu. « Au fait, » ajouta Sam, un de tes anciens amis de fac est passé au bureau ce matin. Il a dit qu'il passerait par ici te voir. Avec un autre rapide baiser, Sam est parti et je me suis retrouvé à me demander si j'avais une sorte de super pouvoir, car elle semblait m'embrasser juste après que je l'ai souhaité. Je ne pouvais m'empêcher de me demander qui pourrait me rendre visite ensuite. Après m'être assoupi, je me suis soudain réveillé pour voir mon vieil ami d'université, Tony DeMarco, debout devant moi. Il a mentionné qu'il était en Ohio pour affaires et avait pensé passer me voir. Nous avons évoqué le passé et je l'ai remercié pour son aide à l'époque. Nous avons ri et il m'a posé des questions sur Suzanne. J'ai révélé la triste vérité de son infidélité et de notre divorce ultérieur, mais j'ai mentionné le seul résultat positif que j'avais, Trina, ma belle-fille issue de cette relation. Tony m'a dit qu'il était heureusement marié et avait 3 enfants. Avant de partir, il m'a gentiment rappelé que je pouvais toujours le contacter si j'avais besoin de quoi que ce soit. Alors qu'il s'éloignait, des pensées de Warren et de son comportement vantard d'il y a seulement 2 jours ont envahi mon esprit. Il s'était vanté de la façon dont il m'avait traité. Le désir de vengeance m'a étreint, mais alors que je contemplais mon prochain mouvement, mon regard s'est levé et j'ai vu Trina debout là avec Samedi. « Salut, princesse, comment s'est passée l'école ?» ai-je demandé, essayant de masquer le tumulte intérieur. « Super, papa » a répondu Trina en souriant. Sam m'a informé que j'avais été frappé par la foudre et m'était cogné la tête. « Mais je vais bien, j'espère que je pourrai partir d'ici demain, lui ai-je dit. Sam avait prévu de m'emmener chez ma grand-mère, mais a promis de revenir plus tard et de me ramener à la maison. Un sentiment de bonheur m'a envahi alors que je répondais, « J'aurais aimé pouvoir aller avec toi. » Le médecin a insisté pour que je reste une nuit de plus, et j'ai compris qu'il était inutile de discuter avec lui. À ma surprise, Sam a été d'accord avec la recommandation du médecin, et j'ai accepté la décision à contre-cœur. Alors qu'elle s'approchait de moi, nos regards se sont croisés et une attraction irrésistible m'a fait me pencher pour un autre baiser, qu'elle a volontiers réciproqué. Mais Sam avait quelque chose d'important à me dire, quelque chose de personnel qu'elle estimait que je méritais de savoir. La curiosité et l'anxiété ont envahi mon esprit, et j'ai demandé avec empressement, « Qu'est-ce que c'est ?» Sam semblait nerveusée, après avoir demandé à Trina d'attendre dans le couloir, elle s'est confiée à moi. Elle n'avait pas été complètement honnête avec moi auparavant. Elle a expliqué qu'avant de quitter le service, elle avait passé 2 mois dans un hôpital psychiatrique. Peut-être que je n'étais pas folle, mais j'ai fait quelque chose que je dois partager avec toi, a-t-elle admis doucement. J'étais dans un bar avec des amis et, au fur et à mesure que la nuit avançait, certains gars ont commencé à boire trop. Ils ont commencé à se comporter de manière inappropriée et, malgré mes demandes répétées d'arrêter, ils ont continué. Me sentant acculé, j'ai saisi une bouteille pour me défendre. Avant que je ne m'en rende compte, la police militaire est arrivée, m'a arrêté et m'a emmené dans un service psychiatrique où je suis resté pendant 2 mois.
Ils ont justifié leurs actions comme un comportement joueur, mais je voulais juste être honnête avec toi concernant mon passé. Ces mots m'ont frappé durement. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si je l'avais en quelque sorte poussée à être si ouverte avec moi. Je savais que je devais être très prudent avec cette nouvelle connaissance et qu'il me fallait du temps pour tout assimiler. Alors que je m'assoupissais, les pensées de Tony, Warren et Sam persistaient dans mon esprit. Le lendemain matin, Trina et Sam m'ont réveillé joyeusement, m'informant que je pouvais enfin rentrer à la maison. Elles avaient prévu de m'emmener au McDonald's pour le petit déjeuner. Ce n'était pas mon endroit préféré, mais la compagnie compensait. Une fois à la maison, je me suis plongé dans le journal, espérant me distraire de tout. À ma surprise, je suis tombé sur un article concernant Warren. Tragiquement, il était mort dans son propre congélateur. L'article expliquait que le mécanisme du congélateur avait mal fonctionné et qu'il était mort de froid. Cela a été classé comme un accident, et il n'y avait aucune suspicion de jeu déloyal. Alors que j'assimilais cette nouvelle, mon père a appelé, exprimant son inquiétude pour mon bien-être. Malheureusement, il était absent pendant que j'étais à l'hôpital et voulait me rendre visite. Après l'avoir assuré que j'allais bien, il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'étais occupé à aider à organiser un dossier d'assurance au supermarché où Warren travaillait. Quand j'ai réalisé quelque chose, Warren avait été assuré par notre compagnie. En traitant les documents, j'ai remarqué des gens me lançant des regards curieux. Ils connaissaient les vantardises de Warren et se demandaient si j'avais joué un rôle dans sa mort. La semaine suivante, j'ai réussi à tous les rendez-vous que Sam avait organisés pour moi. Avant d'entrer dans chaque maison, je me suis concentré sur la persuasion des clients à souscrire une assurance. En plus de cela, j'ai réussi à vendre 2 maisons, ce qui a rendu mon père et M. Oui très heureux. Mais ensuite, les choses ont changé quand j'ai rencontré Brad de manière inattendue. J'avais rendez-vous avec un agent immobilier pour mettre une maison en vente, mais quand je suis arrivé, la porte ne s'est pas ouverte. Après avoir sonné à nouveau, une femme d'apparence agréable a finalement répondu et s'est présentée. Je lui ai rappelé notre rendez-vous pour signer les documents et j'ai mentionné que j'avais apporté un panneau pour la cour. M'excusant du retard, j'ai suggéré que nous commencions à signer les documents pendant qu'elle installait le panneau. J'ai même proposé de revenir une autre fois pour prendre des photos à l'intérieur après qu'elle ait rangé. Elle a accepté, m'assurant que cela ne poserait pas de problème et promettant que quelqu'un viendrait le lendemain pour prendre les photos restantes. Alors que je me concentrais sur la prise de photos à l'extérieur, une voiture garée de l'autre côté de la rue a attiré mon attention. Ce accent aigu. La voiture de Brad, familière de l'époque où je l'avais vue chez moi, me fit soupçonner qu'il évitait peut-être Madame Diaz qui, comme Sam l'avait mentionné, était en plein divorce et prévoyait de vendre sa maison. Peut-être Brad était-il aussi la cause de son mariage raté. Brad semblait tromper non seulement Gilles, mais aussi Suzanne. Incapable de résister, j'ai composé le numéro de Suzanne, espérant savoir si elle s'occuperait de Trina ce week-end-là. Je voulais lui parler de ma rencontre avec Brad, même si je n'avais vu que sa voiture, cela me suffisait. 2 jours plus tard, il fut rapporté que Brad était décédé tragiquement alors qu'il s'entraînait sur un simulateur. Il s'avéra que les poids qu'il soulevait étaient trop lourds, ce qui fit glisser la barre et entraîna sa mort. La police ouvrit une enquête, bien qu'elle n'ait pas soupçonné un acte criminel, le considérant comme un accident. La police me rendit visite, mais j'avais un alibi fiable, j'étais à l'école de Trina au moment des faits. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si mes pensées et mes soupçons avaient influencé ce dénouement. J'éprouvais une profonde pitié pour Gilles, qui ne méritait pas une telle tragédie. Malgré les circonstances, l'enquête se poursuivait, mais la possibilité d'un acte criminel n'était pas écartée. Entre-temps, mes ventes s'amélioraient et ma relation avec Trina ne pouvait pas être meilleure. Sam était devenu une figure de plus en plus importante dans nos vies. Chaque fois que je prévoyais d'emmener Trina quelque part, elle demandait toujours si Sam pouvait nous accompagner. J'étais perplexe quant à mes sentiments, est-ce que je voulais cela, ou est-ce que Sam voulait vraiment se joindre à nous? Je voulais que notre trio s'unisse parce que nous le voulions tous sincèrement, et non par obligation. Mes responsabilités professionnelles s'élargirent et je commençais à travailler sur un nouveau complexe résidentiel où plusieurs entreprises de construction étaient activement impliquées. Mon travail consistait à m'assurer que les promoteurs disposaient de l'assurance responsabilité civile appropriée, ce qui signifiait que je devais contacter chaque entreprise et vérifier que leurs documents étaient en règle. Par un coup du destin, je me retrouvais à traiter avec l'entreprise même où travaillait John Acre, alias Oncle Joe, l'homme que Trina avait vu avec Suzanne.
En passant près de lui, il souriait, sans se douter de l'effet que cela produisait sur moi. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir le poids émotionnel de telles rencontres. Je m'approchai de lui par curiosité et il parut complètement déconcerté. En m'éloignant, je savais qu'il avait lu la récente nouvelle tragique concernant Warren et probablement entendu parler de mon divorce. Peu après, mon ami Tony m'appela. Il était de passage dans notre ville et m'invita à déjeuner. Nous passâmes le temps à nous remémorer le bon vieux temps. Pendant notre rencontre, Tony m'interrogea sur ma vie sentimentale, curieux de savoir si j'avais trouvé quelqu'un de spécial. J'admis que, bien que je ne sois pas indifférent à une certaine femme, notre relation n'était pas sérieuse. Je mentionnai Sam, et Tony sembla percevoir la situation avec plus de profondeur que je ne l'avais imaginé. Ce soir-là, j'appelai Sam et lui suggérai de faire un voyage à New York. Tony avait gentiment proposé de nous faire visiter. Sam accepta rapidement, mais ne put s'empêcher de se demander si c'était dû à son désir sincère de nous accompagner ou si mon invitation avait influencé sa décision. Après une longue réunion en soirée, je laissai Trina aux bons soins de mes parents. Sur le chemin du retour vers la ville, après avoir rempli quelques documents, une autre voiture heurta soudainement la mienne. Lorsque je repris connaissance, je me retrouvai à l'hôpital, avec Sam assise à côté de mon père. Je ne pouvais me souvenir de ce qui s'était passé, mais j'avais l'impression d'avoir été impliqué dans un grave accident. Mon père rompit le silence, « Tu es dans le coma depuis 3 jours. Sam et ta mère se sont relayés pour veiller sur toi, dit-il, la voix empreinte d'inquiétude. M'inquiétant pour Trina, je demandai de ses nouvelles. Sam me rassura, disant qu'elle allait bien, mais qu'elle s'inquiétait bien sûr pour son père, comme nous tous. Elle est restée avec ta mère pour la préserver de la vue de ton inconscience. Ils la ramèneront te voir plus tard. J'ai l'impression que vous ne me dites pas tout, dis-je, mon instinct me disant qu'il y avait plus à raconter. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Au début, mon père hésita, puis dit, Joe est décédé la même nuit que ton accident. Comment, demandai-je, le cœur serré. Il était sur un chantier il y a quelques jours, répondit mon père. C'est pour ça que la police te cherchait. Sam prit l'initiative et poursuivit, apparemment, son camion a pris feu juste devant la maison de Suzanne. Il avait passé du temps avec elle et était monté dans son camion après avoir bu. Il faisait partie d'un groupe à haut risque. Je jetai un coup d'œil à Sam, qui semblait comprendre la tempête qui grondait en moi. Je ne pouvais me défaire de l'idée qu'une voiture m'avait percuté et que tout cela pouvait, d'une manière ou d'une autre, être lié. Sam et mon père partirent, promettant de revenir plus tard avec Trina. Ma mère amena Trina me rendre visite, et leurs retrouvailles m'apportèrent une grande joie. Alors que je demandais des nouvelles de Sam, maman m'informa qu'elle était occupée à travailler sur mes dossiers. Marc, c'est évident que tu tiens à samedi. Chaque fois qu'elle est là, je ne peux m'empêcher de le remarquer, dit maman, me faisant un sourire chaleureux. Je suis désolé, maman, répondis-je, me sentant tiraillé. C'est une fille merveilleuse, et nous l'adorons tous. Rappelle-toi, elle est adoptée, ce n'est pas ta sœur biologique. C'est normal d'avoir des sentiments pour elle, me rassura ma mère. Mais Trina, qui écoutait en silence, ajouta, j'aime Sam, elle est belle et elle me traite si bien. Parfois, je pense qu'elle me traite mieux que maman. Je crois qu'elle t'aime aussi, papa. J'étais sidéré, me demandant comment Trina en était arrivée à cette conclusion. Pourquoi dis-tu ça, demandai-je. Parce que chaque fois qu'elle est là, je ne peux m'empêcher de faire attention à elle, dit Trina innocemment, mais avec une sincérité qui me laissa sans voix. Dois-je appeler un médecin, demanda ma mère, inquiète de ma commotion. Je vais bien, répondis-je, mais je me demandais si j'avais perdu mes capacités. Lorsque j'avais essayé de les utiliser à l'hôpital, j'avais eu l'impression que quelque chose s'était dissipé. Que essayais-tu de faire, demanda Sam, sentant mes pensées. Les 3 hommes dont tu voulais te venger sont déjà décédés. Je ris faiblement. J'ai essayé de demander un but. Sam rit aussi, puis dit, que essayais-tu vraiment de faire? Je me sentis un peu gêné. Je ne peux pas le révéler. Allez, tu peux me faire confiance, dit Sam doucement. Je la regardai et, à cet instant, elle se pencha et m'embrassa. Marc, je t'attendais, avoua-t-elle. J'ai caché mes sentiments parce que je ne voulais pas gâcher notre relation, mais depuis mon retour en ville, je me suis profondément attaché à toi. C'est pourquoi je t'ai partagé mon passé et même embrassé à l'hôpital.
Je pensais que tu m'avais embrassé parce que tu en avais envie, mais je voulais que tu m'embrasses parce que tu le voulais vraiment. » Ces mots remuèrent quelque chose de profond en moi. « Alors, si je comprends bien, tu n'as plus aucune capacité, demanda-t-elle doucement. « Oui, confirmai-je. Tous les pouvoirs se sont dissipés. » Sam sourit et dit, « Dans ce cas, emmène-moi dans ta chambre et exprimons notre amour physiquement. » Je suis plus que prête. Le lendemain matin, je me réveillai et pris une douche rafraîchissante. Quand j'en sortis, Sam me salua avec un sourire et sauta sous la douche à son tour. Plus tard, nous étions assis à la table de la cuisine, sirotant un café, lorsque Trina entra. « Bonjour papa G. »« Bonjour Sam, avez-vous tous les deux passé la nuit ici ?» demanda-t-elle, sa curiosité innocente rendant la situation inconfortable. Sam, sans hésiter, répondit, « Oui, je suis resté parce que j'étais trop fatigué pour rentrer chez moi. » Trina ne semblait pas dérangée, mais je pouvais sentir la tension dans l'air au petit-déjeuner. Trina se servit simplement une assiette de céréales, continuant à manger comme si rien n'avait changé. Sur le chemin du travail, je trouvai enfin le courage d'avouer mes sentiments à Samedi. Je lui dis que je l'aimais. Et, étonnamment, j'ai été soulagé d'avoir perdu toute influence sur elle. Il était libérateur pour moi de réaliser que lorsqu'elle disait qu'elle m'aimait, c'était sincère et non à cause d'un quelconque contrôle que j'aurais pu exercer sur elle. Alors que Sam et moi sortions de la voiture, elle se pencha et m'embrassa doucement sur les lèvres. « Tu sais, je t'aime vraiment, dis-je sincèrement, et je suis prêt à tout faire pour te rendre heureuse. » La journée se passa tranquillement jusqu'à ce qu'une voix brise le calme. C'était Suzanne, et sa présence dans la salle d'attente provoqua en moi une vague de mépris. « Où est Marc ? Je veux lui parler tout de suite. » Sa voix transperça l'air alors qu'elle ignorait complètement Sam, passant devant elle et faisant irruption dans mon bureau. Elle claqua rapidement la porte derrière elle. « Je sais que tu es responsable de la mort de mes précédents partenaires, » cracha Suzanne. « Je vais rassembler les preuves et te faire arrêter. Tu ne pourras pas échapper aux conséquences de tes actes. » « Je ne suis absolument pas impliqué dans les morts tragiques de tes partenaires, » répondis-je calmement. « J'ai pleinement coopéré avec les autorités dans chaque enquête. Dans 2 de ces affaires, j'étais à l'hôpital, et dans une autre, j'étais dans le coma. Si tu veux me blâmer, tu devras accomplir un incroyable tour de manipulation. Quitte mon bureau immédiatement ou j'appelle la sécurité, ajoutai-je. Je regrette de t'avoir épousé, c'était une erreur. Le seul résultat positif de notre relation est notre fille, Trina. Si je voulais blesser quelqu'un, ce serait toi. » Suzanne claqua la porte derrière elle en sortant furieusement, mais sa voix résonna dans le couloir vide. La curiosité me poussa, et j'ouvris prudemment la porte, m'efforçant d'entendre la conversation. Puisque l'heure de fermeture approchait, il n'y avait personne d'autre autour, et j'entendis Suzanne et Sam se disputer avec véhémence. Il semblait que Sam maîtrisait la situation, mais Suzanne ne cédait pas. « Écoute, tu ferais mieux de rester loin de Marc, tu lui as déjà causé suffisamment de problèmes, » avertit Suzanne. Sam resta calme, mais elle tendit alors à Suzanne une enveloppe de manille. En l'ouvrant, le visage de Suzanne pâlit en voyant une collection de photos. Chacune la représentait avec différents hommes dans des cadres romantiques. Les photos étaient datées et chronométrées, montrant qu'elle était avec Warren, Brad et Joe, les hommes qui étaient morts tragiquement juste avant leur décès. Tremblant de peur, Suzanne demanda « Où as-tu eu ça ?» Sam répondit calmement « Disons simplement qu'elles ont été livrées sur mon bureau. » La voix de Suzanne trembla alors qu'elle exigeait « Qui a pris ces photos ? Les as-tu organisées ? Sais-tu qui est derrière la mort de mes partenaires ? Je vais rapporter ça à la police et leur montrer ces photos. » Le ton de Sam était froid et ferme, « Je te conseille de bien réfléchir aux conséquences avant de montrer ces photos à qui que ce soit. Es-tu familière avec l'araignée veuve noire ? Elle s'accouple avec ses partenaires avant de les détruire. Peut-être as-tu un schéma de comportement similaire avec tes amants. Tu as été la dernière à les contacter quand ils étaient encore en vie. » Suzanne la regarda, désespérée, « Je vais montrer ces photos à la police, ils sauront que tu me les as données. » Sam haussa les épaules, « J'ai des gants, donc je peux nier les avoir jamais vus. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé ces photos sur mon bureau un matin, et je n'ai jamais croisé le chemin d'aucun de ces hommes. Je pense qu'il serait sage pour toi de prendre tes distances avec Marc et d'arrêter de l'accuser, ainsi que moi, de tout délit lié à ses décès présumés. » Sam continua, sa voix inébranlable, « Marc n'est pas au courant de ton implication avec d'autres hommes, y compris ton récent partenaire,
Larry. Le visage de Suzanne devint blanc de panique. Comment as-tu découvert Larry et les autres? Sam répondit calmement, peu importe comment je le sais, ce qui compte, c'est que je le sais. Et maintenant, j'ai une recommandation pour toi. Suzanne haussa un sourcil, sceptique, pourquoi devrais-je t'écouter? Le regard de Sam était ferme, parce que si tu ignores mon conseil, toi et ton partenaire actuel pourriez vous retrouver dans une situation bien pire, avertit Samedi, il serait peut-être préférable que toi et ton compagnon vous éloigniez de Mark et de son influence. Votre bien-être pourrait en dépendre. Je sais que ton cabinet d'avocat a plusieurs succursales. Je suggère que toi et Larry envisagiez de vous transférer dans l'une de ces succursales à la première occasion. Elle marqua une pause, s'assurant que ses mots faisaient mouche avant de continuer. Quant à Trina, tu peux avoir accès à elle quand tu le souhaites, mais tu dois aussi savoir que Mark est une personne merveilleuse et je suis ici pour le protéger. Je te demande de nous informer quand tu souhaites voir Trina afin que nous puissions organiser une visite, peut-être pendant les vacances. Je sais qu'elle te manquera. La réponse de Suzanne fut défensive, sa voix empreinte d'un mélange de frustration et d'émotion, on dirait que tu es amoureuse de Mark et que tu veux me sortir de sa vie. J'aime Mark et Trina, alors il est préférable que nous passions à autre chose et profitions de la vie sans complications. Lorsque Suzanne partit, j'entrai dans le couloir, ma curiosité prenant le dessus. Me tournant vers Sam, je demandai, de quoi vous disputiez-vous toutes les deux? Sam me regarda avec des yeux calmes, sa voix stable, juste une conversation de fille. Je l'ai prévenu de reculer ou de faire face aux conséquences. Je lui ai même suggéré de déménager dans une ville voisine. Bien que je veuille approfondir la conversation, je décidai d'en rester là. Si tout se passait comme Sam l'avait suggéré, je serais satisfait du résultat. La semaine suivante, Suzanne m'appela de manière inattendue. Elle me parla d'une opportunité de promotion potentielle, mais il y avait une condition, elle devait quitter l'État la semaine prochaine. Elle demanda à voir Trina avant son départ. J'acceptai, organisant une dernière rencontre pour qu'elle puisse lui dire au revoir. À ma grande surprise, Sam et moi nous sommes mariés un mois plus tard. Le bonheur de Trina était presque égal au mien, et nos parents étaient fous de joie, heureux que nous nous soyons trouvés. Nous avons passé notre lune de miel à explorer la ville animée de New York. Tony et sa femme nous ont gentiment offert leur luxueuse demeure comme hébergement et ont été nos guides personnels dans la ville. Trina nous a rejoints pour les excursions, mais le soir, elle restait avec les enfants de Tony, permettant à Sam et à moi de profiter de la vie nocturne animée. Alors que nous nous préparions à rentrer chez nous, Tony me laissa un dernier appel, n'oubliez pas, si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'appeler. Trina rend toujours visite à sa mère plusieurs fois par an, mais heureusement, nous n'avons plus eu de problème avec Suzanne. Nous continuons de recevoir son chèque mensuel. Quant aux morts mystérieuses des partenaires de Suzanne, elles restent non résolues, mais au fond de moi, je pense savoir qui est responsable, bien que je ne le dirai pas à voix haute. Je comprends que si jamais j'ai besoin d'aide, ma chère amie viendra à mon secours. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à JK raconte une histoire, pour plus de récits.